Mesdames et messieurs, vous êtes au bon endroit. Si vous avez raté l'actualité de cette semaine, eh bien, on va essayer de la récapituler ici dans votre émission L'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met l'Afrique au cœur du débat et surtout qui donne la parole à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Chaque semaine, nous scrutons les réseaux sociaux, nous scrutons Internet afin d'aller dénicher les sujets qui ont fait parler d'eux. Alors, 3 sujets seront dans l'ordre du jour aujourd'hui. Alors, on va commencer avec la Guinée-Bissau. Embalo et la CEDEAO, une nouvelle crise, point d'interrogation. On continue avec élection présidentielle au Gabon. La candidature de Brice Oligui Nguema est-elle une surprise? Enfin, des sanctions contre le Rwanda. Cela peut-il résoudre la crise en RDC? Mesdames et messieurs, voilà les 3 sujets que nous allons aborder avec notre invité du jour, notre téléspectateur du jour, à savoir Monsieur Stéphane Dos Santos. Vous êtes fondateur et coprésident du média l'African Global Press. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci de me recevoir sur le plateau. Ça fait plaisir de revoir des visages familiers. Avec grand plaisir. Merci à vous. On continue avec vous, Baba Dem. Vous êtes journaliste et bien sûr chroniqueur de cette émission. Bienvenue à vous. Bonjour Aïssatou, bonjour à nos companélistes et heureux de retrouver nos commentateurs et je vais préciser aussi commentatrices. Oui, commentatrice. Effectivement, c'est vrai qu'en ce mois de la Journée internationale des droits de la femme, voilà, j'aimerais faire un appel aux femmes. On souhaite avoir plus de femmes sur les plateaux télévisés, notamment sur ces débats d'actualité politique, parce que finalement, quand on regarde, il y en a très peu, malheureusement. Donc, mesdames, venez, on vous attend. Vous avez aussi votre place ici. Allez, on poursuit avec notre cher docteur Mamadou Camara. Vous êtes économiste, mais aussi maître de conférences, etc., dans les universités ici en France. Bienvenue à vous, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour Aïssa, merci beaucoup et bonjour à notre invité, bonjour Baba. Toujours ravi donc d'être avec vous pour partager ces bons moments. Pour partager ces bons moments et surtout pour commenter, pour analyser l'actualité africaine. Alors, destination la Guinée-Bissau, si ça vous dit. Allez, c'est parti mesdames et messieurs, on regarde une vidéo et puis on revient. La mission de la CEDEAO a quitté la Guinée-Bissau suite aux menaces du président Umaro Sissoco Embalo. Le bloc régional d'Afrique de l'Ouest a déclaré que la mission déployée pour résoudre un conflit électoral a quitté le pays après que le chef d'État a menacé de l'expulser. Déployée le mois dernier avec le Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'équipe avait été envoyée pour aider à trouver un consensus politique sur l'organisation des élections présidentielles cette année en Guinée-Bissau. Le scrutin était prévu pour novembre 2024, mais le président Embalo l'a reporté. Il a depuis annoncé que la nouvelle date serait le 30 novembre 2025. L'annonce a fait l'effet d'une bombe du côté de l'opposition qui s'est opposée à ce report, déclarant que le mandat d'Embalo aurait dû expirer la semaine dernière, bien qu'un arrêt de la Cour suprême l'ait récemment prolongé jusqu'en septembre. De retour sur le plateau, Embalo et la CEDEAO, une nouvelle crise. Baba, on vous pose la question. Oui, donc la Guinée-Bissau se retrouve aujourd'hui au cœur d'une crise, non seulement avec la CEDEAO, mais au cœur d'une crise politique et constitutionnelle également. Donc le président Umaro Sissoco Embalo a posé un acte fort en menaçant d'expulser plutôt, une délégation de la CEDEAO venue pourtant pour apaiser les tensions. Cette délégation a Manu Militari quitté la Guinée-Bissau et dans le même temps, Embalo a plutôt annoncé sa candidature pour un second mandat dans un contexte électoral plus ou moins troublé. Alors ces événements récents cristallisent les défis auxquels font face non seulement la Guinée-Bissau mais aussi la CEDEAO en matière de démocratie et de stabilité politique. Nous allons voir les 3 points clés de cette situation assez complexe de la crise politique et électorale en Guinée-Bissau et de ses relations avec la CEDEAO. Alors, le premier point, une candidature controversée dans un calendrier institutionnel flou. Le président Embalo a officialisé sa candidature pour un second mandat le 3 mars 2025, juste après 2 jours après la sortie ou le départ de la délégation de la CEDEAO. Cette décision intervient donc dans un contexte où l'opposition menée par le PAIGC estime que son mandat a expiré depuis le 27 février 2025, conformément à la Constitution. Toutefois, une décision de la Cour suprême a prolongé son mandat jusqu'au 4 septembre 2025 et permettant la tenue d'élections le 30 novembre, soit après la prolongation de son mandat. Ce calendrier jugé illégitime par l'opposition crée un vide constitutionnel et alimente la tension. Et c'est dans ce contexte que la CEDEAO était venue pour apaiser la tension.
Alors, deuxième point, le bras de fer avec la CEDEAO, on pourrait parler de souveraineté contre une médiation régionale. La crise s'est intensifiée le 1er mars lors de l'expulsion d'une mission de médiation de la CEDEAO, venue donc apaiser les tensions. Embalo a justifié cet acte en accusant l'organisation régionale de vouloir imposer une feuille de route initiale non respectée, mais également étrangère aux règles nationales. Il dira que la Guinée-Bissau n'est pas une république bananière. Ce rejet alimente des tensions récurrentes entre les États membres et la CEDEAO, dont l'autorité est régulièrement contestée par les dirigeants en place. Troisième point à retenir, un risque de déstabilisation régionale et de consolidation autoritaire. Alors, la dissolution déjà du Parlement en décembre 2023, dominée par l'opposition, avait déjà fragilisé l'équilibre politique en Guinée-Bissau. Aujourd'hui, le report des législatives et le maintien d'Embalo, soutenu par l'armée, renforcent les craintes d'un verrouillage du pouvoir. La CEDEAO, affaiblie par cet échec de médiation, prendra-t-elle le risque de perdre un autre membre? Avec cette peine à contenir une crise qui pourrait à nouveau déstabiliser la région. Les élections de novembre, si elles ont lieu, se dérouleront sous haute tension et la CEDEAO semble plus ou moins impuissante. En résumé, c'est ce qu'on pouvait retenir de ce contexte. Merci beaucoup, Babadem. Alors, on va tout de suite donner la parole à nos téléspectateurs. Nous avons Soro Yenyema Bakari qui dit « Lui-même ne savait pas que le douillet fauteuil présidentiel qu'il occupait devait être cédé un jour ou un autre. La prise de conscience de cette réalité l'a ébranlé. C'est pas nouveau sous nos cieux. Quand la situation est à notre avantage, on donne des leçons. La VAR n'a pas d'ennemis. » Donc la VAR... football n'a pas d'amis. Alors, forcément, on a tous été étonnés, je pense, du comportement de Umaro Embalo Sissoko. Donc, ce fervent quand même défenseur de la CEDEAO, celui qui a voulu mettre en place une force anti-putsch dans la CEDEAO, celui qui a soutenu donc, les sanctions contre l'AES. Donc, que s'est-il passé? Pourquoi ce revirement de situation concernant M. Embalo? Je vous donne la parole. Moi, ça me rappelle un peu la posture dans laquelle était Macky Sall avant de quitter le pouvoir, mais de manière un peu plus soft. Mais c'est un peu étonnant parce que moi, je me souviens des mots du président Embalo qui, effectivement, faisait allusion au putsch et qui disait qu'il fallait créer une sorte de brigade anti-putsch. Moi, je pense que tout simplement, il est victime du syndrome qui a touché pas mal de chefs d'État africains, cette addiction au sucre du pouvoir en Afrique. Et maintenant, j'ai envie de dire, son incohérence est mise à la lumière du jour. Mais c'est quand même étonnant. C'est-à-dire, encore une fois, il était président de la CEDEAO en 2022, donc c'est tout récent. Oui. Il s'est quand même fortement positionné, donc ça, il faut quand même le rappeler. C'était le monsieur quand même démocratie, il en parlait à tout va sur les plateaux ou en allant tout simplement voir les différents chefs d'État. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il se passe. Quel signal, qu'est-ce que vous retenez de tout ça, Babadem? Comme il dit, c'est vraiment... je pense, l'attrait du pouvoir. Après, j'ai quand même consulté le courrier de la CEDEAO et en mettant en corrélation avec les justifications de Embalo. Alors pour Embalo, il y avait une feuille de route qui était tracée et qui était claire. C'est au moment de son départ, quand il est parti en voyage en Russie, il a fait une petite tournée en Russie et en France, je pense. À ce moment-là, c'est là où la délégation, parce qu'on parle de la CEDEAO, mais il y a aussi une délégation de l'ONU qui était combinée avec les deux. Et c'est à ce moment qu'ils ont profité pour aller voir des opposants, or que ce n'était pas sur la feuille de route, alors qu'ils devaient plutôt voir la société civile, les syndicats. Mais donc il a été remonté parce que la mission CEDEAO-ONU sont partis voir les opposants. Surtout un des opposants. Pour rappel, Embalo avait, à un moment donné, il avait dit qu'il ne serait pas au pouvoir. Bon, ça n'a duré que 3 jours, il s'est dédié, en disant que sa femme l'aurait conseillé de ne pas faire un deuxième mandat. Il a le droit à ce deuxième mandat, mais très rapidement, il s'est dédié. Mais il avait dit à ce moment-là, il avait cité 3 opposants en disant que je ne serai pas candidat, mais eux ne seront pas candidats. Donc, comme un choix. Et la délégation de la CEDEAO a dû rencontrer un de ses opposants, et c'est ce qui lui a fait, qui lui a fait sortir haut de ses gonds. Mais après, je pense qu'il n'apprend pas trop de l'histoire parce que sa situation est la même situation que son prédécesseur à ce moment-là, Vaz. Vaz était dans la même situation.
Il avait même voulu congédier, renvoyer la CEDEAO qui avait amené la force même de la CEDEAO est toujours en Guinée-Bissau. Mais à ce moment-là, Vaz qui faisait face à une défaite prévisible, avait commencé à vouloir renvoyer la CEDEAO, à vouloir un peu chambouler les élections, mais il n'a pas pu. Et ils se trouvent à peu près dans cette même situation, donc ils n'apprennent pas. Exactement. Après, on connaît quand même l'histoire de la Guinée-Bissau, qui a fortement vécu des périodes d'instabilité. Donc d'ailleurs, en 2023, Embalo a échappé à un coup d'État. Et donc finalement, aujourd'hui, il revient au devant de la scène, sachant quand même que son élection en 2020, entre quand il a pris le pouvoir en 2020, ça a été très controversé. C'est-à-dire qu'il a annoncé lui-même sa présidence. Et la CEDEAO l'a soutenu à ce moment. Et la CEDEAO l'a soutenu. Donc finalement, des problèmes au début de la prise de son mandat, finalement, va entraîner forcément à la fin des problèmes concernant la fin de son mandat. Donc, à savoir. Je vais juste rajouter une chose. Il faut se rappeler c'est un peu filou de sa part. C'est-à-dire qu'en 2010, les élections se passent le 30 novembre. Le 30 novembre, premier tour. Lui, il a été élu le 29 décembre 2019, je parle. Donc, sa prise, c'était le 27 février. Or, le 27 février, la Cour suprême n'avait pas validé. Et dans la Constitution, c'est la Cour suprême qui doit valider ça. Donc, eux, ils avaient validé au 4 septembre. Lui, il s'est empressé le 27 février 2019 à dire que non, il fait sa prestation de serment. Donc, il s'est plus ou moins proclamé avec l'aide de la... Ce qui fait que le 27 février, et aujourd'hui, il nous dit que non, finalement, c'est le 4 septembre 2025. Mais après, ce n'est pas problématique, étant donné que la Cour constitutionnelle a quand même validé le 4 septembre. C'est-à-dire que si on non, ce qui est problématique, c'est que lui, il est entré au pouvoir le 27 pour l'opposition. C'est un coup d'État constitutionnel malgré tout. Malgré tout, et quoi qu'il en soit, donc, il semble que la CEDEAO l'a dit, comme quoi elle avait trouvé peut-être une solution et qu'elle attendait avant d'annoncer éventuellement la solution qu'elle a pu trouver. Et finalement, qu'est-ce qu'on retient de cette situation quand on regarde M. Embalo, donc membre de la CEDEAO, fervent défenseur de la CEDEAO, et puis finalement qui retombe dans les travers qu'il dénonçait plus tôt. Et est-ce qu'aujourd'hui, le bilan qu'il a, parce qu'il faut quand même parler de son bilan, parce qu'il a quand même droit à un deuxième mandat. Donc pourquoi aujourd'hui, M. Embalo décide de faire ce coup d'État, entre guillemets, alors qu'il a le droit à un deuxième mandat? Est-ce que c'est son bilan finalement qui est un peu mitigé, catastrophique, sachant qu'il avait quand même fait pas mal de promesses à son peuple. Donc il sait peut-être qu'il ne pourra pas être réélu pour un deuxième mandat. Donc finalement, il décide de rester au pouvoir d'une manière ou d'une autre, en tout cas d'organiser tout ça. Oui. Alors, donc, c'est tout ça, enfin, tous ces phénomènes-là montrent à quel point la CEDEAO est malheureusement une institution, enfin, une organisation qui est de moins en moins crédible, puisque on voit bien que ces fervents défenseurs eux-mêmes viennent donc avoir des comportements ou des pratiques qui vont à l'encontre en tout cas du credo que la CEDEAO s'est donné depuis un certain nombre d'années, donc faire en sorte que la bonne gouvernance soit la règle, en tout cas dans cette communauté. Mais on voit en fait que voilà, c'est quand on est dans la position du président qui n'a pas de souci pour se faire élire, donc on est d'accord avec la CEDEAO, mais quand soi-même on veut un petit peu jouer avec les textes ou on veut un petit peu contourner les règles, en ce moment on ne reconnaît plus la CEDEAO. Donc ça c'est quand même surprenant qu'un fervent défenseur de la CEDEAO, en tout cas de l'option de la CEDEAO comme Embalo, vienne aujourd'hui même vouloir expulser et donc la délégation de la CEDEAO, c'est quand même quelque chose de surprenant. Donc ça veut dire quoi? C'est que l'ennemi numéro 1 de la CEDEAO, c'est tout simplement les présidents, les chefs d'État? Exactement, et c'est pour ça qu'une partie de la jeunesse africaine n'a pas tort de dire que la CEDEAO finalement n'est qu'un syndicat de chefs d'État qui sont là pour se soutenir les uns les autres quand c'est nécessaire, mais que finalement on fait fi de l'intérêt des peuples. C'est ce qui est vraiment un peu étonnant, parce que moi je pense que surtout ce qui pose problème aujourd'hui, c'est la manière dont les textes sont interprétés. Donc comme Baba l'a dit tout à l'heure, donc il s'est autoproclamé président le 27 février
bien avant que la Cour constitutionnelle ne valide. Donc j'imagine qu'à partir de ce moment-là, il s'était donné toutes les prérogatives d'un chef d'État, donc il a pris des décisions, il a signé un certain nombre de choses, et donc il ne peut pas se juger en disant maintenant, non, finalement, cette période ne doit pas être considérée comme étant une période qui fait partie de mon mandat. Mon mandat aurait démarré finalement qu'en septembre. Donc c'est toujours cette façon de jouer avec les textes quand la situation ne les arrange pas. Et c'est quand même étonnant. Je vais lire un commentaire d'un téléspectateur, donc Adama 2002, qui dit « Ces soi-disant démocrates et défenseurs des droits n'ont plus le droit de mettre leur bouche sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger sans régler le cas de ces deux clowns. Dieu ne dort pas, vive l'AES ». C'est vrai qu'encore une fois, donc on l'a dit, on le redit, hein, malheureusement la CEDEAO est mise à mal et encore pire, c'est-à-dire que un des fervents défenseurs de la CEDEAO est prêt à utiliser l'armée pour faire sortir la délégation de la CEDEAO de son pays. Alors, pour le coup, est-ce que finalement la situation va peut-être faire que Embalo se rapproche un peu des pays de l'AES éventuellement? Alors, moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il va se rapprocher des pays de l'AES. Je pense qu'il va rester dans la même posture que tous ces chefs d'État-là qui appartiennent toujours à la CEDEAO. Par contre, il y a un élément un peu drôle, j'ai envie de dire, qui m'interpelle. Tout à l'heure, Baba a dit qu'il se retrouve dans la même posture que son prédécesseur il y a quelques années avant. Il y avait déjà une délégation de la CEDEAO qui était venue. Et moi, j'ai suivi le leader de l'opposition bissau-guinéenne, Domingos Simão Pereira, qui disait qu'à leurs yeux, c'est clairement la CEDEAO qui a placé Embalo au pouvoir. Alors, est-ce que la présence de la CEDEAO dans son pays, pour lui, ne le faisait pas rappeler ce que lui-même a subi, c'est-à-dire qu'on l'a mis là, il a peur qu'on mette quelqu'un d'autre à sa place au pouvoir. Donc ça montre à quel point eux-mêmes, ils se savent. Ils savent les jeux qu'il y a au sein de la CEDEAO là, et ça montre aujourd'hui à quel point la CEDEAO n'est plus crédible. Oui. Alors, moi, je voulais rajouter quelque chose par rapport à l'AES. Donc, je pense que tous ces chefs d'État de la CEDEAO qui ont mené la bataille contre les trois pays de l'AES ont une paire bleue de l'AES. Et d'ailleurs, je pense que Embalo, il a accusé justement son principal opposant de s'être rendu discrètement au Burkina Faso pour rencontrer Ibrahim Traoré, donc en disant qu'il y a l'idée de déstabiliser la Guinée-Bissau et de le renverser. Donc, et lui-même, sachant les positions qu'il a prises durant la crise qu'a traversé tous ces pays-là, je pense qu'il sait bien que ce n'est pas de ce côté qu'il sera accueilli les bras ouverts. Oui, clairement. Voilà. D'autant plus que c'est lui qui avait demandé que les sanctions, alors que Alassane Ouattara, on disait que Alassane Ouattara et Macky Sall avaient demandé la levée des sanctions au niveau du Mali. Lui, il avait dit clairement lors d'une interview il fallait continuer ces sanctions pour avoir le plus de résultats possible. Mais après, on connaît les chefs d'État, c'est-à-dire le revirement de situation est possible, à savoir, il a ouvert les yeux, il a vu finalement qu'ils avaient raison, etc., etc. Tout est possible. Franchement, quand on voit le changement de position de Embalo, c'est vrai, mais par contre, pourquoi aussi je ne pense pas que la Guinée-Bissau, du moins sous l'ère Embalo, va rejoindre l'AES, c'est parce que les dirigeants de l'AES ne sont pas dupes. C'est des gens qui sont très consciencieux, très intelligents, et c'est d'ailleurs pourquoi, j'ai envie de dire, on essaye de les discréditer à chaque fois. Mais je pense par contre que si Embalo quitte le pouvoir, et qu'il y a l'opposition qui arrive, et qu'ils épousent cette vision-là commune de l'AES, il y a moyen alors à ce moment-là que la Guinée-Bissau, sous quelqu'un d'autre, passe côté AES. Mais moi j'ai entendu le leader de l'opposition, M. Pereira, qui n'est pas du tout il n'épouse pas cette optique-là. En tout cas, c'est vrai que je pose la question, parce que souvent les gens, le peuple, la population, les Africains, beaucoup considèrent que lorsqu'on ne fait plus partie de la CEDEAO, eh bien, on va forcément faire partie de l'AES. Lorsqu'on est contre la CEDEAO, on est pour l'AES. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est pour ça que finalement, sur les plateaux, on pose souvent cette question-là. Est-ce qu'un possible rapprochement avec l'AES est possible si tel pays, tel pays. Donc voilà, c'est vraiment une dédicace aux téléspectateurs qui nous regardent et qui peuvent se poser cette question-là. Donc pour finir, l'opposition, que va-t-il se passer? Est-ce qu'aujourd'hui,
Donc l'opposition s'est levée. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition a commencé à manifester? Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition est prête tout simplement à dire non, on n'acceptera pas ce que Embalo manigance? Sachant que quand même, dès l'annonce de sa candidature, voilà, des militaires étaient un peu partout dans la ville pour éventuellement stopper. Donc, surtout que l'opposition avait dit que pour eux, le 27 février, c'est une date de fin de mandat, donc ils ne reconnaissaient plus le président. Et le 28 février, ils devaient organiser une marche de paralysie totale du pays. Tout à fait. C'est dans ce cadre que, quand il y a eu cette annonce, que la CEDEAO est venue pour essayer d'apaiser, mais le président a pris ses précautions, a fait sortir toute l'armée. Ils ont tenté effectivement le lendemain de faire une manifestation, mais qui n'a pas eu le succès populaire rencontré. Et autre chose, il faut savoir que dans la situation de Embalo, il sait qu'il va perdre les élections si ça se passe de manière normale. Oui. Parce qu'on l'a vu avec l'Assemblée nationale, à chaque fois c'est l'opposition qui gagne, il dissout. Pire, on parle du 4 septembre, la prolongation de son mandat, mais lui, il a annoncé des élections au 30 novembre. Donc, 2025. Exactement. Donc, pour finir, quand même, il y a quand même un point très important qu'on ne peut pas éluder, c'est à savoir quelle image, par le comportement d'Embalo, quelle image offre-t-il de l'Afrique, finalement, au monde? Parce qu'encore une fois, fervent défenseur, une personne qui prône la démocratie, qui va voir les chefs d'État internationaux, etc., enfin de différents pays du monde, et que finalement, retournement de situation, donc quelle image offre-t-il de l'Afrique? Parce que finalement, son comportement a des réactions négatives sur nous tous. Bien sûr. Il va laisser une très mauvaise image, mais j'ai envie de dire un peu à l'image de certains dictateurs qu'on a connus à l'époque. Voilà, de quelqu'un qui revient sur ses paroles ou qui, par ses actes, remet en cause tout ce qu'il a dit avant. Moi, je l'ai vu, c'était en France, je pense, qu'il avait eu cette déclaration en disant qu'il va créer une brigade anti-putsch. Aujourd'hui, les gens qui avaient suivi ça, aujourd'hui, doivent rire. Donc, c'est une très mauvaise image, mais j'ai envie de vous dire, c'est un peu traditionnel parce qu'on a eu des chefs d'État, malheureusement. À quand la fin? C'est-à-dire que l'objectif, là, et quand on reprend tous les mouvements qu'il y a actuellement sur le continent africain, et notamment en Afrique de l'Ouest, on veut changer l'image du continent africain, on veut une Afrique qui réussit, on veut une nouvelle Afrique, mais finalement, à quand le changement avec des comportements comme ça? Oui. Alors Aïssa, ce qui est surprenant, c'est qu'aujourd'hui, quand on voit un petit peu en Afrique de l'Ouest, les gens ils ne croient plus en la démocratie. En tout cas, je ne dirais pas les peuples, en tout cas une bonne partie de la jeunesse ne croit plus à la démocratie parce que la démocratie a été un petit peu un jeu de dupes, puisqu'on nous avait promis qu'avec la démocratie, donc au début des années 90... Excusez-moi de vous couper, mais est-ce que c'est une question de démocratie ou c'est une question de parole, tout simplement? C'est-à-dire, à savoir, je ne peux pas défendre lundi quelque chose, être contre certains, et puis le mardi, finalement, changer complètement de position. Alors, justement, la démocratie, mais là, c'est même au-delà de ça. Alors, la démocratie en tant que telle, formellement, tout le monde souhaite vivre dans une société démocratique, avec des libertés, etc. Pas forcément tout le monde, mais en tout cas... L'idée qu'on avait de la démocratie jusqu'alors en Afrique, c'est des élections présidentielles avec des possibilités d'alternance. Et or, tout le monde se rend compte que les alternances en général ne sont pas vraiment des alternances. Soit la personne qui est là, elle fait tout pour regagner les élections, changer la constitution quand c'est possible, avoir un troisième, un quatrième mandat, vous suivez mon regard. Et donc, et finalement, les gens se rendent compte que finalement, ce dont on a besoin en Afrique, c'est de la stabilité politique institutionnelle. Mais surtout d'hommes de parole. Ça commence par là. C'est-à-dire qu'en fait, il peut ne pas être pour la démocratie, il peut être pour un autre modèle d'organisation. Oui, mais justement, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt par rapport à la parole, à savoir... non, mais je dis que tout ça ne fait que décrédibiliser. Décrédibiliser les hommes qui défendent la démocratie. On voit qu'eux-mêmes, ils n'ont rien de démocrate. Voilà, donc, finalement, les gens vont se dire que tout ça, c'est du pipeau. Voilà, c'est du pipeau. En tout cas, on est maintenant dans les années 2020. C'est à cause de ces genres de personnes que la jeunesse ne croit plus en leur politique. Et donc, c'est surtout sur les actes qu'on va arriver. Donc, il faut que Embalo se souvienne ce qui a balayé Compaoré, ce qui a balayé Macky Sall. Et c'est ça qui nous dégoûte même des politiciens, au point où croire à un politicien, c'est croire en ce que vous voulez au fromage du corbeau. mais nous sommes dégoûtés par ça, en fait. Nous sommes dégoûtés. Des gens sans parole. Voilà, mesdames et messieurs, on continue avec le deuxième sujet, élection présidentielle au Gabon. La candidature de Brice Oligui Nguema est-elle une surprise? Bonne question, on regarde une vidéo et puis on revient. J'ai décidé
d'être candidat à l'élection présidentielle du 12 avril 2025. Sans surprise, Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé le 3 mars 2025 sa candidature à la présidentielle. Le tombeur d'Ali Bongo Ondimba s'est taillé depuis sa prise de pouvoir en août 2023 un costume de présidentiel. Allez, de retour sur le plateau Destination le Gabon avec vous, monsieur Docteur Camara. Bienvenue. Voilà, Aïcha, donc comme vous l'avez annoncé, donc le 3 mars 2025, Brice Oligui Nguema donc, a officiellement déclaré être candidat à l'élection présidentielle qui devrait avoir lieu normalement jusqu'en août 2025, mais qui a été rapproché donc, au 12 avril 2025. Il avait promis à l'issue du coup d'État du 30 août 2024 qu'il rendrait le pouvoir au bout de 2 ans de transition aux civils, donc promesse qui n'a pas été tenue. Donc, et la question, c'est de savoir, est-ce que le fait qu'il se soit déclaré candidat et que finalement, il y a toutes les chances qu'il emporte, est-ce que ça ne va pas décevoir, on va dire, les souhaits de changement, en tout cas, qu'il avait suscité, puisque quand il est arrivé, il a dit que c'était pour libérer le Gabon, donc libérer le Gabon du joug de la domination de la famille Bongo en l'occurrence. Mais on va voir dans un premier temps que cette élection, évidemment, même si elle traduit le retour à un ordre constitutionnel, n'est pas réellement une élection de laquelle il faut attendre vraiment beaucoup de changements. Et dans un deuxième temps, on va voir que pourquoi cette élection est sans enjeu, parce qu'il n'y aura pas de challenger de poids en face de Nguema, et donc il n'y aura pas de discussion sur quel est le vrai projet de société que les Gabonais doivent choisir. Et donc, et ça c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Ensuite, on verra dans un troisième temps quels sont les atouts qu'il dispose, est-ce qu'il peut vraiment changer les choses au Gabon, mais est-ce qu'il va être confronté à des défis ou pas. Voilà. 1 minute 30, on vous écoute. Voilà, donc, alors, c'est évidemment l'annonce de l'organisation de l'élection, en tout cas dans les temps, est perçue comme une bonne chose, puisque, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres pays où il y a eu des putschs, là, on a respecté le chronogramme et le calendrier de la transition. Donc, c'était 2 ans, finalement, ça va être un peu moins de 2 ans. Mais la surprise étant que la personne qui dirige la transition donc gabonaise, donc Oligui Nguema, s'est déclaré lui-même candidat, et il est soutenu, évidemment, il n'a pas de parti politique, il n'en a pas créé un, mais on se rend compte qu'il est, enfin à ce jour, il est soutenu par de nombreuses organisations, des mouvements, des plateformes comme la plateforme Agir, donc, et il y a son propre frère qui a créé un mouvement pour pouvoir justement faire campagne pour lui, mais il y a surtout beaucoup de partis politiques, en tout cas, ou beaucoup de cadres, y compris du PDG, qui ont décidé de faire campagne pour lui. Donc, ce qui fait que cette élection, finalement, est une espèce de confirmation de Nguema, et donc à la tête du Gabon pour 7 ans renouvelables. Et surtout, d'ailleurs, cette élection, elle a lieu après qu'il ait fait voter une nouvelle constitution au Gabon, une constitution qui a gagné, auquel les Gabonais ont adopté cette constitution avec plus de 90%, et beaucoup d'opposants déjà dénonçaient dans cette constitution le fait d'avoir taillé donc un régime hyper présidentiel, et donc avec où il n'y aura pas de Premier ministre, où on suppose que la séparation entre l'exécutif et le législatif n'est pas tout à fait enterrée dans ce type de constitution. Il n'y a pas qu'une nouvelle constitution renforçant le pouvoir présidentiel, un nouveau code électoral permettant aux militaires de se présenter, et contrôle des institutions, donc plus que renforcé encore. Exactement. Et donc le deuxième aspect, c'est que voilà, c'est dommage, puisque le seul opposant, en tout cas aujourd'hui, qui s'affiche comme tel et qui essaie d'expliquer à la population qu'il ne faut pas attendre
attendre beaucoup d'un maintien d'Oligui Nguema au pouvoir. C'est le dernier Premier ministre de Ali Bongo Ondimba, c'est Alain-Claude Bienzé. Est-ce qu'il est bien placé pour déjà, le rôle d'opposition? Je pense que lui-même, il se rend compte qu'il ne pourra pas faire grand-chose, puisque déjà, il dénonce le fait que l'organe de transition qui soutient justement la candidature de Oligui Nguema l'empêche déjà d'aller vers les Gabonais, d'aller parler aux Gabonais. Mais au-delà de ça, finalement, docteur, est-ce qu'il est bien placé quand même, donc l'ancien Premier ministre de la famille Bongo, est-il bien placé pour jouer le rôle d'opposition? Alors, c'est justement, on peut retorquer la même chose donc à Oligui Nguema, même si lui il dit qu'il n'a jamais fait de politique, il a été médiaire, bon, on se rappelle quand même qu'il a été l'aide de camp du père Bongo jusqu'à Premier ministre et d'être l'aide de camp. Alors beaucoup, il connaît bien le clan Bongo, hein, il a évolué avec eux et ils viennent de la même région que eux. Hein, d'ailleurs, bon, je ne veux pas aller jusque là. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui Ali Bongo est en résidence surveillée, mais qui n'est pas en prison, que dans tous les cas politiquement il ne peut pas, ça reste sa famille. Et donc voilà, on peut pas dire que il peut pas dire que lui il est un nouveau souffle pour le Gabon, puisque lui-même il vient en fait du système Bongo. Et d'ailleurs lui-même il se réclame toujours du père Bongo. Et ma question elle est pertinente parce qu'encore une fois l'ancien Premier ministre, encore une fois, quand on veut, entre guillemets, terrasser quelqu'un qui semble plus fort que vous, et qui a tout le système derrière lui, est-ce qu'il ne faut pas bien choisir l'opposant principal? Est-ce qu'il ne faut pas se réunir vers une personne qui finalement est plutôt crédible et qui peut éventuellement rallier les voix? Vous en pensez quoi rapidement? Oui, moi je suis d'accord avec cette option-là, mais maintenant, il faut avoir cette opposition. Je pense que le Gabon, c'est un pays qui a été pendant presque la moitié d'un siècle sous l'emprise des Bongo. Et il n'y a jamais eu une culture d'opposition proprement dite. Même lorsqu'il y a eu des élections avant, Jean Ping, il a épousé un enfant, je crois, d'Omar Bongo. Le professeur Albert Ondosa a été ministre sous Bongo. Vous voyez? Donc ils ont tous du Bongo en eux, d'une manière ou d'une autre. Donc est-ce que cette opposition-là qu'on peut trouver dans d'autres pays, on peut la retrouver au Gabon, dans ce petit pays? Parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste un petit pays, hein, qu'est le Gabon. Moi, je ne pense pas. Mais pour venir au cas Oligui Nguema, effectivement, le chemin vers le pouvoir acquis d'un point de vue démocratique est clairsemé. Il n'y a pas d'opposition devant lui, il va être réélu. Tout ce qu'il faut maintenant, c'est espérer que le septennat qui sera devant lui soit la matérialisation des aspirations d'un peuple gabonais qui a tant souffert et d'une jeunesse qui en attend beaucoup. Exactement. De nombreuses attentes sont là, en tout cas ont été manifestées par les Gabonais. Je vous redonne la parole dans un instant, docteur. Donc Oligui n'est pas un ange, mais on le préfère à vous, notamment au Premier ministre. En un an, il a fait plus que vous tous en plusieurs années. Voilà un commentaire d'un téléspectateur. Et puis je reprends aussi quand même d'autres informations, c'est-à-dire que Oligui Nguema, lorsqu'on reprend la vidéo, il dit que c'est le peuple qui a demandé à ce qu'il se présente à l'élection présidentielle et que ce n'est pas forcément lui. Il a été poussé à se présenter à l'élection présidentielle. Mais finalement, c'est vrai que quand on regarde, moi j'ai un petit peu scruté les réseaux sociaux, j'ai un peu regardé les débats, que ce soit au Gabon ou ailleurs, on se dit, est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est pas les Gabonais qui souhaitent avoir Oligui Nguema donc au pouvoir? Vous en pensez quoi rapidement? Pour le coup, je vous redonne Baba, et après vous reprenez la parole. Oui. Après, c'est vrai que on a vu la manière dont il a fait. J'ai suivi en tout cas son allocution ou son intervention, son meeting, et pendant son meeting, en tout cas, son intervention durait à peu près 25 minutes. Mais pendant 15 minutes, il a réussi à dire tout ce qu'il a fait. Toute une liste de ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, et même là où ils étaient, et même je pense qu'ils ont dû choisir la cité, la scène, en tout cas le lieu où ils l'ont fait, c'était la cité de la démocratie. Et on voyait la cité en plein chantier. Donc il était en plein chantier en disant, voyez, quelque chose de concret, je suis en train de créer la plus grande cité de la démocratie. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je reprends le commentaire, en un an, il a fait plus que vous tous en plusieurs années. Donc, Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas, l'opposition n'est pas là en fait. Parce que à la limite que l'opposition, j'ai entendu certains activistes dire qu'il avait échoué, mais il a une liste
Mais mettez des arguments en face. Après, il faut regarder que celui qui avait été emprisonné par le camp Bongo, Jean-Rémy Yama, il a été libéré grâce à Oligui Nguema. Donc, comme on lui a même dit, donc, est-ce que vous n'êtes pas un peu redevable de... Oui, Et même mieux, il a accéléré, n'oublions pas aussi qu'il a accéléré le processus électoral. C'est-à-dire ça a pris de court tout le monde. Tout le monde, donc ils n'étaient pas prêts alors qu'ils s'attendaient à août 2025. Exactement, et en Donc, plus, très courte. Très court, C'est-à-dire que... le montant, et puis il a vraiment bien taillé, bon ça on le connaît La de tous les Constitution, chefs le d'État, code électoral, il a bien taillé en disant que ceux qui n'ont pas résidé plus de 3 ans, Moins de 70 ans, moins de etc., 70 ans. etc. Et même le test linguistique, Oui. je pense que c'était pour Ali Bongo qu'il... Donc, Docteur Camara, je vous redonne la parole. Oui, enfin, donc, on est tout à fait d'accord que, évidemment, il y a des attentes de la population qui ont été plus ou moins... En tout cas, il a donné l'image de quelqu'un qui est capable de répondre à certaines de ces attentes. Et comme Aïcha, tu l'as dit, il a lancé de nombreux chantiers depuis qu'il est là. Il s'est attelé à réformer des textes, notamment avec, en promulguant le texte de la nouvelle Constitution. Et surtout, dans son discours, il a ajouté un élément qui aujourd'hui permet de sensibiliser, en tout cas de mobiliser les gens, c'est la question de la souveraineté économique du Gabon. Donc notamment en disant qu'il faut que le Gabon se réapproprie ses ressources et que le Gabon puisse lui-même transformer donc, ces matières pour justement avoir plus de valeur. D'ailleurs, il dit que le chômage commence à baisser, qu'aujourd'hui les gens ils ont leur salaire à temps, que, y compris les retraites qui n'étaient pas payées depuis beaucoup d'années, aujourd'hui sont payées. Donc quand on arrive à poser ce type d'acte, bon, évidemment, une partie de la population nous soutient. Donc pour le coup, voilà. On peut être un peu d'accord avec ces propos, à savoir, je suis candidat parce que le peuple souhaite que je sois candidat. Alors, parce que finalement, on peut valider ça ou... Après, le tout savoir, est-ce que c'est la seule personne qui serait susceptible justement de continuer un tel projet? Est-ce que le fait qu'il soit militaire, d'ailleurs, lui-même, il s'en défend en disant, en donnant plein d'exemples, regardez De Gaulle, c'était un militaire, qu'est-ce qu'il a fait pour son pays? Mais regardez Al-Sisi en Égypte. Donc, la question elle est posée parce que beaucoup disent qu'il a trahi sa parole. Encore une fois, il faut rappeler qu'en 2023, il disait qu'il ne se présenterait pas aux élections et qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Donc, mais lui, il s'est dit qu'il est lui-même de la situation, qu'il ne faut pas voir en lui le militaire, mais il faut voir en lui le citoyen, le patriote, qui est capable de changer la donne au Gabon. D'ailleurs, il avait dit, que toutes les personnes qui n'étaient pas d'accord avec ses décisions, il les invitait à quitter la transition. Donc, il a aussi montré qu'il était un homme de poigne, qu'il était aussi quelqu'un, donc les Gabonais pouvaient attendre de lui qu'il puisse aussi garantir un petit peu la stabilité et la paix sociale. D'ailleurs, on l'a vu apparemment avant de préparer sa candidature, lorsqu'il va dans certaines rencontres, notamment dans les milieux intellectuels, ou quand c'est les étudiants ou les profs, il vient en treillis, et quand il rencontre d'autres couches de la société, là, il vient comme un civil. Donc, ça montre aussi l'idée, l'image qu'il veut véhiculer en disant, je suis l'homme qu'il faut pour le Gabon aujourd'hui, qui peut changer le Gabon et qui peut transformer le Gabon, parce que, je connais le système, et deux, je sais qui fait quoi, qui est compétent, qui est capable de quoi, et ça, je pense que c'est un atout pour lui. Alors maintenant, le problème, c'est que lui-même, il reconnaît que le contexte économique au Gabon est très difficile. Comme il dit, la croissance économique a toujours été un petit peu... Toutes ces dernières années, la croissance a été faible. Bon, lui, il dit que justement parce que c'était la mauvaise gouvernance de Ali qui explique cela, et que lui, avec toutes les réformes qu'il va mettre en œuvre, que la croissance va repartir à la hausse, et qu'il pourrait résoudre un autre problème que le Gabon a aujourd'hui, c'est un problème de dette. Le Gabon, par exemple, est confronté aujourd'hui à un problème de remboursement de plus de 17 milliards de francs CFA le mois précédent. Et là, la Banque mondiale a même suspendu ses décaissements. Voilà. Donc on va prendre un commentaire d'un commentateur, Judy Kael, qui dit n'importe quoi. Il a orchestré cette candidature depuis le 30 août. C'était le but recherché. C'est triste de voir les présidents africains ne pas souvent respecter leurs paroles d'hommes d'État. Sachant bien qu'il a déclaré aux yeux du monde venir restaurer les institutions pendant la transition et remettre le pouvoir aux civils. Mais avec les hommes africains, la réalité est souvent tout autre. Finalement, qu'est-ce qu'on peut répondre donc à Judy Kael? A-t-elle tort? A-t-elle tort? A-t-elle raison? S'offusque-t-elle légitimement? Sur le principe, oui.
il n'a pas respecté sa parole, parce que sa promesse était de rendre le pouvoir aux civils. Il n'a pas fait. Mais comme il dit, j'ai lu une de ses dernières interviews où il dit qu'en fait, il aurait bien voulu qu'on rajoute le V donc, à la transition, que ce n'est pas seulement un comité de transition pour la restauration des institutions, on devait rajouter et des valeurs. Donc il estime qu'aujourd'hui, la plupart des hommes politiques qui sont au Gabon, bon, sauf il y a certains qui ont décidé directement de le soutenir, et que les autres qui se prévalent opposants ne sont pas des personnes qui ont des valeurs, qui véhiculent des valeurs qui permettraient de sortir le Gabon de sa situation. En tout cas, au-delà des valeurs, il faut quand même un plan structuré pour faire évoluer donc, le Gabon, pour faire en sorte que les Gabonais puissent vivre convenablement comme ils le souhaitent. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur donc, Oligui Nguema a tout simplement un programme qu'il a déclaré, un programme clair, avec des ambitions claires et surtout atteignables? Parce que le problème de beaucoup d'hommes politiques, c'est d'avoir des ambitions, des objectifs qui sont loin d'être atteignables. On reprend Embalo Sissoko. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a une visibilité sur le projet qu'offre donc Oligui Nguema aux Gabonais? Alors, moi, pour ce que j'ai un petit peu compris de sa vision, si on peut ainsi dire, mais c'est qu'il a compris qu'il faut continuer à investir dans les infrastructures et surtout, il faudrait que le Gabon, qui est un pays qui a toujours été riche, puisse lui-même utiliser donc ses ressources, puisse se les approprier et aller vers un peu plus de souveraineté économique. Quoi qu'il en soit, affaire à suivre, vu que la campagne va être lancée incessamment sous peu, donc c'est là qu'on parlera effectivement des programmes des différents candidats. Je voulais rajouter une dernière chose, c'est qu'on a parlé des vrais opposants. Le seul vrai opposant, en tout cas, qui se prétend comme tel, c'est Daniel Mengara, donc, qui a été en exil pendant très longtemps aux États-Unis et qui avait justement même créé un mouvement qui s'appelle Bongo doit partir. Et aujourd'hui, lui, il est rentré au Gabon, il s'est déclaré candidat, mais on craint justement que la loi électorale qui a été conçue ne puisse l'empêcher de se présenter, puisque dans cette loi, il faut être résident pendant 3 ans au Gabon. Exactement. Donc il ne remplit pas cette condition. Voyons voir ce qui va se passer, mesdames et messieurs. Voilà, nous sommes au terme de cette deuxième partie. On va terminer avec la troisième partie donc, de cette émission, destination la RDC. Enfin, donc des sanctions contre le Rwanda. Est-ce que cela peut changer la donne et surtout résoudre la crise en RDC? On regarde une vidéo et puis on revient. La France se félicite de l'adoption au Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2773 sur la situation en RDC. Et cette résolution porte un message clair. Les Nations Unies condamnent l'offensive du M23 qui doit cesser. Le Rwanda doit mettre fin au soutien au M23 et le Rwanda doit se retirer du territoire de la République démocratique du Congo. À nouveau, il n'y a pas d'issue militaire au conflit dans l'est de la République démocratique du Congo et nous soutenons les processus régionaux à l'œuvre pour ramener la paix. La France soutient donc pleinement l'adoption de nouvelles mesures restrictives européennes. Elles doivent encourager les parties à reprendre le dialogue et si la dégradation de la situation se poursuit, d'autres mesures européennes seront prises. La France est notamment favorable à la suspension rapide du MOU entre l'Union européenne et le Rwanda sur la coopération en matière de minerais critiques. De retour sur le plateau, je donne la parole à vous, docteur Camara. Alors, que se passe-t-il en RDC? Alors donc, Aïcha, donc la crise à l'est de la République démocratique du Congo, et donc qui malheureusement s'est traduit par des milliers de morts, a suscité pas mal d'émotions et de réactions donc, dans le monde entier. Et donc beaucoup de pays ou d'organisations régionales, l'ONU donc ont condamné cette offensive du M23 et ont demandé donc au Rwanda de retirer son soutien militaire à cette organisation et de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo puisqu'il s'agit d'une violation de son intégrité territoriale. Alors jusqu'alors, on a parlé ici il y a quelques semaines du dernier sommet de l'Union africaine. Et lors de ce sommet, l'Union africaine n'a pas pu agir, notamment n'a pas pu faire pression sur Paul Kagame, le président du Rwanda, qui disait que finalement, lui, il ne serait pas du tout que les ménages de sanctions ne l'impressionnaient pas. Et d'ailleurs, les Européens eux-mêmes ont longtemps hésité donc à
prendre des sanctions contre le Rwanda. Pourquoi? Parce que le Rwanda, c'est un pays qui, depuis pas mal d'années, a signé des partenariats avec l'Union européenne, on en parlera, et aussi a le soutien, par exemple, de la France et de l'Italie, qui ont des intérêts gaziers au Mozambique. Et on sait que donc, dans la région nord du Mozambique, il y a un mouvement djihadiste qui est combattu avec le soutien donc, de l'armée rwandaise. Et d'ailleurs, l'Union européenne, dans ce cadre-là, a donné plusieurs dizaines de millions d'euros donc, à Kigali, donc pour pouvoir justement aider le Mozambique à faire face à ce mouvement-là. Donc, ce qui fait que les intérêts, en fait, toutes ces années, Kagame a construit donc une série de partenariats donc avec un certain nombre de pays, notamment en Europe, qui font que longtemps ils ont dit Kagame c'est un petit peu notre assurance vie, si vous voulez, puisque c'est un pays stable et c'est quelqu'un qui arrive, qui a une armée, une vraie armée, qui peut notamment être un petit peu faiseur de paix dans une région qui est complètement instable. Et aujourd'hui, vu les sanctions, vu les pressions internationale, l'Union européenne a finalement décidé de suspendre justement son accord de partenariat donc, avec le Rwanda qui porte sur ce qu'on appelle les minerais stratégiques, donc tous les minerais qui sont essentiels donc, pour réussir la transition écologique. Et le Rwanda est un des pays donc, qui avait été en Afrique, en tout cas centrale, qui avait été désigné comme partenaire pour pouvoir justement gérer les chaînes de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, donc liées à ces minerais-là, donc qui vont de l'extraction jusqu'à l'exportation, mais après avoir transformé en partie donc ces minerais-là. Et donc le Rwanda attendait beaucoup de ce partenariat parce que c'est un partenariat qui a un contenu, notamment en termes d'apport de connaissances, de technologie, donc une technologie et des connaissances que le Rwanda, en tout cas, comptait s'approprier pour pouvoir justement exactement, et les choses ont changé, en tout cas, le vent a tourné, mesdames et messieurs. Merci beaucoup, docteur Camara. Alors, moi, je vais reprendre quand même la vidéo qu'on a diffusée. Alors, et je vous pose la question à vous, Stéphane Dos Santos. Vous pensez quoi de ce positionnement, notamment de la France, qui était ancien grand partenaire donc, du Rwanda, donc initiatrice quand même de la résolution adoptée par les Nations Unies, qui condamne ouvertement donc, Kigali, demande le retrait des forces armées rwandaises et appelle à des sanctions si cette résolution n'a pas d'effet. On sait quoi finalement de ce retournement en tout cas? C'est vrai que le Rwanda et la France et d'autres pays de l'Union européenne ont toujours une relation particulière, mais moi je pense qu'il y a des moments dans l'histoire où il faut se mettre du bon côté. Et moi je salue les comment on dit ça, les sanctions qui ont été du coup dirigé à l'endroit du Rwanda par pas mal de pays de l'Union européenne. Je salue d'ailleurs la posture aussi de la France contre le Rwanda, parce que ce qui se passe à l'est de la RDC, d'un point de vue chiffre, il y a des rapports qui le prouvent, c'est ce qu'il y a de pire dans l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est important de le rappeler. La France comme l'Union européenne, en militant pour un retour à l'ordre, en pointant du doigt la posture du Rwanda, épouse les valeurs humanistes qu'elle prône. Donc elle est cohérente en ayant cette position-là. Maintenant, on attend de voir si les résultats, pour le coup, les résultats voilà. sur le terrain. Exactement. Et c'est la grande question, à savoir, est-ce qu'il va y avoir des résultats sur le terrain? Est-ce que ces sanctions vont suffire pour pouvoir mettre un terme, en tout cas, pour pouvoir faire en sorte que cette guerre en RDC puisse s'arrêter et que surtout que le Rwanda rappelle donc ses militaires et puis que enfin les choses bougent, Baba? Oui, après... Effectivement, il y a des sanctions, je pense que du point de vue, pour moi, symbolique, c'est une bonne chose. Mais l'efficacité sur le terrain, j'y crois pas trop. Quand l'Angleterre, parce que non seulement c'est assez disparate, quand l'Angleterre a décidé de rompre ces quelques accords, tout de suite, le Rwanda a répliqué, écoutez, vous nous devez, selon les accords sur les migrants, telle somme, qui était plus ou moins équivalent à ça. Ensuite, le Rwanda a également une forte capacité de dire, regardez tous les déplacements de comment il s'appelle, de Kagame depuis le début du conflit, au Qatar, dans les pays arabiques, des relations avec la Chine, etc. C'est quoi, elle se repositionne? C'est-à-dire que si vous ne voulez pas, mon premier producteur de cobalt, officiellement, vous ne le voulez pas, il y a d'autres qui le voudront. Donc pour moi, c'est pas vraiment...
c'est bien de dire je condamne, mais... Là, c'est plus que je condamne, c'est-à-dire qu'il y a quand même des sanctions. Oui, sanctions économiques, mais je ne pense pas que sur le terrain, ça va changer. Ça va pas changer. Moi, au contraire, je pense que ça va changer les choses, parce que moi, j'ai l'impression que Kagame n'a peur que de l'Union européenne, n'a peur que des grands pays occidentaux. Lorsqu'il y a des menaces qui viennent d'Afrique, ça ne le fait absolument pas peur, parce qu'il sait à quel point ces accords qu'il a avec ces pays-là sont quand même des apports assez solides. Je crois pas trop. Hein. Oui, non, l'Union européenne, non. Des États-Unis, oui. Mais l'Union européenne, je pense pas. Attention, après, je prends un commentaire d'un téléspectateur de Charity qui dit « Plus vite les sanctions contre le Rwanda seraient mieux pour stopper le massacre des innocents à l'est de la RDC. » Je vous donne la parole. Oui, Barbara, donc moi je pense que je suis d'accord plutôt avec notre invité parce que justement, contrairement à ce que l'image que Kagame donne, il faut savoir que le Rwanda bénéficie de pas mal d'argent qui viennent de l'aide internationale. Donc sur un budget par exemple de 4 milliards du pays, donc le tiers, 1,4 milliard, vient de l'aide internationale. On n'a pas du tout l'image, enfin on n'a pas du tout cette idée-là, enfin cette image n'est pas du tout celle que Kagame véhicule, puisque Kagame il se comporte comme quelqu'un qui est autosuffisant, qui n'a pas besoin des autres, mais on sait que, et d'ailleurs le Rwanda a décidé, par exemple, d'axer son mode de développement sur le tourisme de luxe. Et on sait que les touristes, ils viennent d'où? Ils viennent des pays développés. Ils viennent essentiellement d'Europe. Et le fait qu'aujourd'hui, l'Allemagne et le Royaume-Uni aient décidé, par exemple, de ne pas se rendre à des événements importants qui ont été organisés à Kigali. Donc, ça peut avoir un impact sur l'économie du Rwanda, notamment sur les emplois dans les villes, puisque voilà, c'est un peu comme au Sénégal, quand on développe un tourisme de luxe, c'est qu'on organise des événements internationaux où les gens viennent, des gens qui ont un pouvoir d'achat, voilà. Et je pense que, contrairement à ce qu'on peut peut-être supposer, lui-même, il est conscient de l'impact que ces sanctions peuvent avoir sur lui. D'ailleurs, quelles pourraient être finalement les conséquences? Comment pourrait réagir Kagame, à savoir, ok, les sanctions finalement sont impactantes, peuvent avoir un effet sur l'économie du Rwanda. Qu'est-ce qu'il pourrait faire dans les prochains jours, éventuellement, Kagame? Moi, je pense qu'à un moment donné, si l'étau continue de se resserrer, si l'Union européenne et certains pays continuent à mettre la pression sur Paul Kagame, il va lâcher prise à un moment donné. Il n'aura plus d'autre choix parce que lui, ce qu'il faut contre lui, c'est des sanctions économiques. Lui, c'est l'argent qu'il regarde. Exactement. Comme l'a dit le professeur, c'est le tourisme, vous voyez, avec les visites Rwanda qu'on voit un peu partout. On voit même d'ailleurs certains pays qui sont sponsorisés par Visite Rwanda qui commencent à s'exprimer en disant que c'est quand même inhumain ce qui se passe. Donc c'est ce qui le fait peur. Donc je pense que ça pourrait à un moment donné le pousser à dire à ces gars qui sont là-bas et qui soutiennent le M23 et l'AFC, retirez-vous. Parce que et comment va-t-il le dire? Parce qu'encore une fois, aujourd'hui, M. Paul Kagame nie ça se ferait en off, totalement qu'il y a des militaires rwandais en RDC, encore aujourd'hui. Exactement. Et juste pour le dire, même récemment, il y a à peine quelques jours de cela, il a dit finalement qu'il y a du cobalt au Rwanda. Et que la qualité du cobalt rwandais était supérieure à ceux du... Donc, quoi qu'il en soit, quand on dit qu'il y a l'armée rwandaise qui est sur le territoire, il a toujours nié. À l'ONU aussi, au Conseil de sécurité, son ambassadeur a dit qu'il n'y a pas. Et donc, tout le monde dit qu'il y a, sauf lui. Non, mais même, comment il s'appelle, celui du M23. L'FC, Corneille Nangaa a dit, on me parle de 4000 soldats, mais on ne les a jamais vus. Donc, à partir de là, vous savez, au niveau juridique, c'est preuve à l'appui. C'est des preuves à l'appui. Ça n'a pas empêché les condamnations de l'ONU, de l'Union européenne, etc. Donc, quoi qu'il en soit, la question ne se pose même plus. Aujourd'hui, pour l'Union... il dira, nous, on sécurise nos frontières, mais on n'a pas de militaires. D'accord, j'entends ce que vous dites, mais voilà, pour la communauté internationale, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Ils considèrent que l'armée rwandaise est tout simplement fait partie du M23. Il y a des militaires de backup, peu importe. En tout cas, c'est ouvertement dit quand même, Baba. Et puis, avec ses résolutions, avec ses condamnations, avec ses sanctions. Juste pour dire quelque chose, et puis quelque part, vous savez que c'est comme un cadavre, on ne peut pas le garder longtemps parce que ça pue. Et le régime Kagame, ça commence à puer parce qu'il y a leur ambassadeur dans la région des Grands Lacs qui s'est permis de dire que le M23 FC ne va pas continuer là. Leur but, c'est d'aller jusqu'à Kinshasa. Et ça sort du Rwanda. Ça sort pas de... Si ça sortait du M23, on allait se dire c'est entre eux. Mais ça sort du Rwanda.
Il n'y a pas que le Rwanda. Hein. Il y a l'Ouganda, il y a l'Ouganda aussi. Bien sûr, on parle souvent du Rwanda, mais il n'y a pas que le Rwanda. Bien sûr. Oui, alors Aïcha, pour revenir un petit peu sur les aspects économiques, donc justement, on a pu observer par exemple que depuis que le M23 donc, est revenu donc, en 2021, que les exportations donc, du Rwanda donc, dans ces minerais a augmenté. Donc ça prouve que justement l'accusation, notamment de Tshisekedi, lorsque l'Union européenne l'année dernière, en 2024, a signé le mémorandum avec le Rwanda portant sur les minerais critiques, Tshisekedi avait dit non, ça c'est vraiment une façon pour vous de continuer à financer la guerre donc à l'est du Congo, parce que toutes les zones qui sont contrôlées par le M23, les minerais qui se trouvent donc, sont transférés donc au profit du Rwanda, et on ne peut pas justement, ces sanctions-là, non seulement elles peuvent faire revenir Kagame donc sur son soutien, en tout cas formel, même s'il va continuer à tirer les ficelles, mais en tout cas il peut symboliquement demander donc à ses soldats de se retirer du territoire congolais et de prendre quelques actes. Qu'il le fera ouvertement, pas sûr, vu qu'il pour lui, il considère qu'il n'y a aucun militaire rwandais sur place. Néanmoins, pour revenir sur Tshisekedi, donc il a compris, il le sait depuis longtemps que ce sont ces minerais que tout le monde veut, et donc il est parti voir l'Union européenne, il est parti voir les Américains en leur disant, au lieu d'acheter chez un revendeur, venez acheter directement sur nous. Est-ce que c'est aussi pas la bonne méthode à faire? Vous qui économisez par exemple, oui. Baba. Oui, en tout cas, oui, normalement. Mais le problème, c'est la structuration. On sait que ça vient de la RDC. Mais la plupart, que ce soit les Chinois, que ce soit les autres, en tout cas ceux qui, même les Sud-Africains, ils préfèrent passer par le Rwanda et l'Ouganda parce qu'eux, ils ont normé leur structure. Oui, à travers le coltan, Apple était capable de dire aujourd'hui je veux une livraison de tant de tonnes. Ça a été fait. Quand tu passes, par contre, quand tu passais par la RDC, malheureusement il n'y avait pas une telle organisation. On a vu des Chinois même dénoncer en se disant nous allons passer maintenant par le Rwanda parce qu'ils nous ont vendu une mine à 2 propriétaires différents. Donc c'est juste ce problème d'infrastructure. C'est ce qu'il dit. Il a dit, quand Apple est parti, il a dit je n'ai pas renvoyé Apple. Je leur ai juste dit au lieu de passer par le Rwanda, mais venez là où vous prenez directement. Mais le problème, voilà, c'est que sur place, le manque d'organisation fait que... Oui. En tout cas, on va clôturer donc ce point-là, mesdames et messieurs. Donc, on l'a dit, on l'a redit ici. Donc, enfin, donc, la communauté internationale pointe du doigt, dit ouvertement les choses concernant donc, l'armée rwandaise et concernant les forces étrangères donc, au Rwanda. C'est grave ce qui se passe au Rwanda, il faudrait que ça s'arrête. Le monde commence à ouvrir les yeux, on en parle de plus en plus sur les différentes plateformes, tant mieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer, rapidement, un tour de table, qu'est-ce qu'on peut espérer durant les prochaines semaines? Pour moi, bon, je reste dans... Pour moi, les sanctions économiques, pour moi, jusqu'à présent, ne sont pas suffisantes. Par contre, il faudrait quoi? Il faudrait aller sur le terrain, une armée africaine ou une armée J'aurais préféré l'armée africaine, si elle est efficace, mais une vraie armée, qu'on leur donne vraiment le matériel et pas le côté ONU où ils sont plus en observation avec peu de moyens, mais une vraie armée mutualisée. On a vu que des Roumains étaient arrivés en RDC. Ils ont été rapidement défaits aussi. Donc, bien sûr, mais en tout cas, pour vous, une vraie armée, il faut un combat sur place, il faut... Il n'y a que ça qui fait reculer. C'est la souveraineté d'un pays. Beaucoup pensent que ça va se régler diplomatiquement parlant. Vous pensez que non, au contraire, il faut se battre sur le terrain. Je vais continuer avec vous. Alors, donc je pense que les deux choses doivent aller de pair. D'une part, évidemment, on a vu que l'échec, en tout cas, de l'armée congolaise est lié donc, à sa situation complètement piteuse, désastreuse, on l'a dit ici. Et donc, il faut effectivement qu'on aide la République démocratique du Congo à mieux résister donc, aux attaques du M23, mais que diplomatiquement, on doit continuer à faire des efforts. Ces sanctions-là, on doit les alourdir si c'est nécessaire pour que justement Kagame, c'est lui le donneur d'ordre. Il faut dénoncer, c'est important. Quoi qu'on puisse dire, il y a quand même un impact. Voilà. Moi, je dirais ce qu'il faut espérer, c'est comme l'ont dit mes prédécesseurs, c'est que les sanctions continuent à s'alourdir contre le Rwanda, les sanctions économiques. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, moi, je salue vraiment la posture de l'Union européenne, de certains pays comme la Belgique notamment aussi, on n'en parle pas assez, comme la France dernièrement, et que surtout, d'un point de vue militaire, si la situation ne change pas, que le régime Tshisekedi ait le réflexe de se tourner vers des partenariats militaires en Afrique.
Il y a des armées Ils comme sont partis voir le Tchad. Le Tchad, j'ai vu, Ils le sont Mali partis voir aussi, pour pouvoir contrecarrer l'avancée du Rwanda, mais tout en préservant les vies humaines quand même, parce qu'il y a beaucoup trop de morts et on n'en a pas besoin. Exactement. Merci beaucoup, cher Stéphane Dos Santos. On va s'arrêter sur ces paroles-là. Alors, nous sommes au terme de cette émission. Encore une fois, l'objectif de cette émission, c'est tout simplement de récapituler donc, les grands titres de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous, Stéphane Dos Santos. Merci à Dr Camara et bien sûr à Baba Den. Allez, rendez-vous la semaine prochaine.